Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2986 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 5 juillet avec des anniversaires. Et on peut voir par exemple que Chalobah, le joueur de Chelsea, fête aujourd'hui ses 25 ans. Ou Nathan Tella, joueur du Bayer Leverkusen, il fête aujourd'hui également ses 25 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé la nuit dernière. Il y avait une affiche de quart de finale de la Copa América qui se déroule actuellement aux États-Unis. C'est entre l'Argentine et l'Équateur. Et c'est l'Argentine qui s'est imposée après la séance des tirs au but, parce qu'au bout de 90 minutes de jeu, il y avait un partout. Lisandro Martinez, buteur côté argentin, défenseur de Manchester United, a marqué un but de la tête contre un but de Rodriguez en toute fin de match pour l'Équateur à la 92e minute de jeu. Et comme j'ai dit, à la Copa América, lors des matchs élimination directe, il n'y a pas de prolongation, c'est directement tir au but. Et du coup, c'est l'Argentine qui était meilleure. 4-2 se sont imposés lors de la séance de tir au but. A noter que côté équatorien, on peut voir que Iner Valencia a eu un penalty dans le jeu à la 62e minute de jeu qui n'a pas réussi à marquer. Sinon, ils auraient gagné 2-1. L'Équateur, mais c'est l'Argentine, comme souvent, qui s'impose, surtout quand c'est les séances de tir au but. Ils sont vraiment très bons dans cet exercice-là. Donc, concernant les statistiques de la partie, donc ça a été un match très compliqué pour l'Argentine parce qu'on sait que cette équipe de l'Équateur, c'est pas du tout une équipe facile. Donc l'Argentine 8 tirs, 3 tirs cadrés, alors que l'Équateur 10 tirs et 4 tirs cadrés. Donc plus de tirs et de tirs cadrés pour l'Équateur. Donc le nul est plutôt logique. Donc il fallait bien qu'une équipe s'impose. Tir au but, c'est l'Argentine qui a été la meilleure équipe. Donc voilà, toujours pour revenir sur cette rencontre déjà, sur l'égalisation de l'Équateur à la 92e minute de jeu, parce que sinon l'Argentine aurait été qualifiée sans passer bien sûr au tir au but. Donc voilà, ils ont marqué ce but bien sûr qui les a permis d'aller, de les envoyer au tir au but. Et Valencia, dommage pour lui parce qu'il avait l'occasion d'inscrire un autre but pour l'Équateur à la 62e minute de jeu. Mais Martinez, les gars, il a quand même un don pour les séances de tir au but ou les pénaltys, parce qu'il en arrête souvent. Il a fait un arrêt décisif bien évidemment, et c'est lui, Martinez, qui a logiquement été élu homme du match avec déjà un arrêt lors de la rencontre sur un penalty, puis 2 arrêts lors de la séance des tirs au but. Donc encore un match exceptionnel de Martinez. Donc voilà, il a écœuré bien sûr les joueurs de l'Équateur. On peut voir un Équateur, 2 petits carrés rouges en dessous de leur nom là. Donc voilà, 2 arrêts déjà de Martinez qui a commencé très très fort bien sûr cette séance de tirs au but. C'est fou quand même ce gardien. Donc voilà, il y a des gardiens qui floppent. Je pense à Hugo Lloris. Bon, heureusement maintenant il ne goal plus en équipe de France, mais lui les gars, il a un don. Je sais pas. En plus il est grand. Je sais pas, il sent où va tirer tout simplement les joueurs adverses. Donc il a souvent, il avait déjà nargué, on se souvient, l'équipe de France. Bon là il a aussi dansé, il a dansé devant les joueurs de l'Équateur après ses arrêts décisifs. Donc il est peut-être critiqué, mais voilà, c'est un excellent gardien quand même. C'est peut-être le plus grand gardien de l'Argentine. Certainement il sera considéré comme ça dans le futur, Martinez. Et c'est vrai que Léo Messi peut le remercier, Martinez, parce que Messi, qu'est-ce qu'il nous a tenté les gars, c'est lui. Maintenant souvent les grands tireurs, c'est souvent qui les mettent au fond les pénaltys, prennent leur responsabilité en premier lors des séances de tir au but. Donc on a pu voir Ronaldo lors de la séance contre la Slovénie, il avait pris le premier pénalty, qu'avant Ronaldo il prenait le 5e et dernier pénalty, peut-être le pénalty de la victoire on peut dire. Donc Ronaldo avait marqué. Donc Messi aussi, un premier pénalty, il a tenté une panenka. Pas du tout réussi les gars, il a loupé totalement sa panenka. Donc il avait déjà mis dans le mal on peut dire son équipe avec un échec. Et c'est pour ça qu'il peut remercier son gardien Martinez, parce que si tous les jours l'Équateur aurait marqué, ils auraient été éliminés à cause peut-être de cette panenka tentée, on peut dire, de Léo Messi. Et Ronaldo et Léo Messi n'ont toujours pas marqué quand même au sein de leur compétition continentale pour ces éditions 2024. Ronaldo c'est 0 but à 7 euros, on espère que ça continue ce soir. Et Messi c'est 0 but en Copa América, donc c'est dur à avouer, mais la fin est proche les amis. C'est vrai qu'avant les gars, à chaque fois qu'ils jouaient sur une Copa América, 1 euro, une Coupe du Monde, ils étaient déjà bien sûr buteurs, ils étaient toujours engagés. S'ils atteignent au moins les 8e ou voire quart de finale, et pour l'instant toujours 0 but quand même pour ces deux joueurs-là, qui ont marqué l'histoire du football sur les 15 dernières années, mais tu sens quand même que la fin approche avec qu'ils ont du mal tout simplement maintenant à marquer même des buts sur penalty comme des échecs de Ronaldo, où Oblak avait arrêté son penalty comme Messi, on a pu voir sa panenka loupée. Et du coup l'Argentine, première équipe qualifiée pour les demi-finales. Donc prochaine affiche les gars, c'est simple, c'est ce soir le Venezuela contre le Canada, ce soir, la nuit prochaine, c'est à 3h du matin. Donc l'équipe qui s'imposera affrontera l'Argentine en demi-finale. Donc si c'est le Canada, n'oubliez pas qu'il y avait déjà un Argentine-Canada en phase de poule, ça a été le match d'ouverture, une victoire 2-0. Donc les deux équipes peuvent se retrouver en demi-finale. Et ensuite ça sera un Colombie-Panama et Uruguay-Brésil de l'autre côté du tableau, un final bien sûr par rapport à cette compétition. On revient en Europe et on bascule bien sûr maintenant avec l'Euro, parce qu'aujourd'hui c'est le retour bien sûr déjà de ce championnat d'Europe des nations et surtout le début des
quart de finale avec deux énormes affiches aujourd'hui. Espagne-Allemagne 18h et ce soir le Portugal contre la France. Donc ce match-là est diffusé sur TF1 Espagne-Allemagne et Portugal-France ce soir ça sera sur M6. Donc on va parler bien évidemment des deux rencontres. On commence tout d'abord avec l'affiche dans l'ordre. La première aujourd'hui, à 18h, l'Espagne contre l'Allemagne. Donc une finale avant l'heure. C'est certainement peut-être les deux équipes qui ont le mieux joué depuis le début de l'Euro qui s'affrontent. Donc une passera et une sera éliminée de cette compétition. Et regardez les compos probables aujourd'hui dans le journal de l'équipe par rapport à ce gros Espagne-Allemagne. De côté espagnol, bien évidemment, la triplette, que ce soit surtout Nico Williams, Lamine Yamal et Morata, les trois joueurs offensifs, ou même avec Daniel Olmo, on peut le rajouter aussi en numéro 10. Donc ils seront tous bien sûr titulaires. Rodri également titulaire, Fabien Ruiz également titulaire au milieu du PSG. Le Normand, Laporte, en gros c'est quasiment la même équipe que lors des tours précédents. C'est l'équipe type. Du côté de l'Espagne et côté allemand, donc là aussi grosse équipe. Rudiger est bien sûr présent, Havertz, Gundogan, Sané, Musiala, Undrich ou même Toni Kroos. A noté que Wirtz devrait de nouveau commencer sur le banc. Il avait été sur le banc, je crois, lors du dernier match. De nouveau, il sera remplaçant. Bon, on le verra certainement rentrer en cours de jeu. Mais voilà, concernant les deux compos de ce soir. Et Pedri, tiens, il est en conférence de presse. Donc Pedri qui pourrait être, parce que Pedri en gros il est en ballottage avec Olmo. Daniel Olmo, la numéro 10, ça sera soit Olmo, soit Pedri. On ne sait pas, là c'est la compo probable, ce serait plutôt Olmo qui serait titulaire. Mais ça se peut que ce soit Pedri. Et Pedri en conférence de presse, il parle d'Antonio Rudiger qu'il affronte souvent lors des classicos en Espagne. Il est très fort et c'est un grand défenseur, mais on n'a pas peur de lui. Voilà ce qu'il a pu dire sur Rudiger. Et tiens, en parlant d'un collègue de Rudiger, c'est Toni Kroos, parce que ce soir, à tout moment, ça peut être le dernier match de la carrière de Toni Kroos. Ça peut être ce soir, ça peut être mardi prochain pour les demi-finales en cas de qualif, ou ça sera peut-être dimanche prochain, bien sûr. Voilà, pour la finale de l'Euro, si bien évidemment l'Allemagne atteint cette finale, et on peut le voir avec la magnifique veste rétro de la Mannschaft, Toni Kroos. Et concernant un joueur, Robert Undrich, qui pourrait être titulaire, elle est dans la compo, les gars, on peut le voir à côté de Toni Kroos en milieu de terrain, il pourrait peut-être être titulaire, on verra. Ce sera peut-être un autre joueur. Voilà Undrich, les gars, donc il s'est teint les cheveux en rose avant le quart de finale face à l'Espagne. Voilà, donc il a fait une nouvelle coupe de cheveux et surtout nouvelle coloration de cheveux. Couleur rose pour le milieu allemand. Voilà ce qu'on va dire sur cette rencontre. Donc voilà, énorme match, bien évidemment. On va parler d'un autre énorme match parce que celui-là aussi, les gars, il envoie comme du très très lourd. Donc l'équipe de France contre la sélection portugaise, c'est ce soir à 21h. Donc sur M6, donc la une du journal L'équipe aujourd'hui en ce 5 juillet. Bien évidemment, ça parle de cette rencontre. En rire ou en pleurer. Donc si on zoome un petit peu sur ce qui est marqué. Donc décevant depuis le début du tournoi. L'équipe de France devra hausser son niveau de jeu face aux Portugais pour accéder bien sûr aux demi-finales. Il leur faudra se méfier de Cristiano Ronaldo qui n'entend pas quitter la compétition les larmes aux yeux. Parce que lors du tour précédent, on sait que Ronaldo il avait été en pleurs après son échec au penalty. Donc voilà, c'est pour ça en rire ou en pleurer, on verra. Mais voilà, ce soir aussi, une grande nation passera, une grande nation sera également éliminée. Parce que voilà, la France et le Portugal. Pour moi au début de l'Euro, les gars, j'avais parti sur trois équipes. J'avais dit Angleterre, France, Portugal. Voilà, c'était mes trois favoris où j'avais bien dit, même 2-3 mois avant l'Euro, j'ai dit que pour moi ces trois favoris là. Et ce soir, parmi mes trois favoris, il y en a deux qui s'affrontent. Donc voilà, une sera éliminée ce soir au sein de ce quart de finale. Et quelque chose comme de très inquiétant comme côté équipe de France. Donc depuis sa victoire contre l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 2016, donc il y a 8 ans, souvenez-vous, à Marseille, le match 2-0, c'était parfait, qualif en finale contre le Portugal. Donc l'équipe de France a gagné 3 matchs dans la compétition de l'Euro, tous grâce à un contre son camp. Sinon il n'y a pas eu de victoire avec des joueurs qui ont marqué tout simplement. Donc il y avait une victoire. Donc en 2016, après il n'y a pas eu de victoire parce que là tu avais été à la finale, tu avais perdu contre le Portugal. Donc tu bascules sur l'Euro 2021 où sur les 4 matchs que tu as joué, tu as gagné seulement un match. C'était contre l'Allemagne, match de poule. N'oubliez pas que la France avait l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie en phase de poule. Donc l'Allemagne ça a été une victoire 1-0 et 2 matchs nuls. Un partout contre la Hongrie, 2 partout contre le Portugal. Donc tu n'avais pas gagné d'autres matchs. Et du coup les deux matchs là sur ce Euro là, Autriche et Belgique, mais à chaque fois des buts contre son camp. Là c'était, je sais plus, je crois que c'était Hummels qui a marqué contre son camp. Là ça a été Weber et là ça a été Vertonghen. C'est quand même très inquiétant. Il n'y a rien à dire les gars, de ne pas réussir à gagner des matchs mais avec des joueurs qui marquent, mais plutôt que ce soit des joueurs contre son camp de l'équipe adverse qui doit marquer. Donc voilà, en espérant que ce soir il y ait une victoire et si possible avec des joueurs de l'équipe de France qui marquent et arrêter de... Enfin tant mieux bien sûr s'il y a des contre son camp, mais voilà, c'est possible de marquer de ses propres moyens. Et Didier Deschamps en conférence de presse hier, bien évidemment, avant cette rencontre, on a une maîtrise largement supérieure à celle qu'on avait et supérieure à nos adversaires. Mais ce qui est intéressant, c'est le nombre d'occasions qu'on peut se créer. Oui, c'est vrai, c'est plutôt intéressant, les tirs, tout ça. Mais ce qui est très inquiétant, c'est la finition. Ça, il ne l'a pas dit. Ça, oui, c'est intéressant, elle se crée pas mal d'occasions. Mais voilà, il faut le dire que la finition n'est pas du tout au rendez-vous. Bien sûr, un côté équipe de France,
Des champs sur les critiques sur le jeu. Contre la Belgique, il y avait de la tension. C'était un match très tactique. C'est plus emballant de gagner 5-4. Mais c'est pas toujours le football de gagner 5-4. Donc voilà, que ce soit 1-0 ou 5-4, c'est le même résultat. Tu as plus 1 par rapport à ton adversaire. Tu as gagné le match. Donc voilà, il préfère. Enfin voilà, c'est pas tout, il n'y a pas tous les matchs où il y a autant de buts, bien sûr, un 5-4, c'est plutôt rare. Je ne sais pas si le Portugal est plus fort ou moins fort qu'en 2016, quand la sélection démarre une compétition, elle fait partie des favoris. Il dit que bien sûr le Portugal, voilà, à chaque fois c'est une équipe favorite qui peut aller au bout, bien évidemment. Toujours avec Didier Deschamps, est-ce que vous considérez le Cristiano de 2024 comme une menace pour les Bleus? Il a dit oui, comme il a toujours été, bien sûr. Ronaldo, même s'il n'a toujours pas marqué sur 7 euros, et voilà, c'est un immense footballeur. On sait à tout moment, les gars, il peut débloquer une situation, puis on connaît tous bien sûr Cristiano Ronaldo, donc oui, c'est un joueur qu'il faudra surveiller de très près ce soir parce qu'il devrait être titulaire. Cristiano Ronaldo. Et Mbappé tient également conférence de presse hier, il y avait l'entraîneur et le capitaine pour ce très gros match là, vraiment c'est les joueurs cadres, les joueurs cadres de l'équipe de France et le coach qui était présent. Et Mbappé reconnaît ne pas être en pleine possession de ses moyens. Il a dit: je ne pense pas avoir retrouvé toutes mes jambes. Je n'ai jamais été un joueur qui se trouve des excuses, mais j'ai besoin d'une bonne préparation physique. Ça sera le cas avec le Real. En gros, il dit que 7 euros il le joue, mais pas à 100%. Il dit qu'il n'a pas retrouvé toutes ses jambes tout simplement là sur la fin de saison. Il ne jouait pas entièrement avec le PSG, souvenez-vous, il était souvent sur le banc. Il y a au moins 3 ou 4 matchs d'affilée de Ligue 1 où il n'avait pas joué lors des dernières rencontres parce qu'il avait annoncé son départ, puis il ne jouait pas, puis il était blessé, tout ça. Donc il dit en gros qu'il n'est pas à 100%, tout simplement qu'il a Mbappé, c'est pas trop une bonne nouvelle. Et il envoie aussi un beau message sur Antoine Griezmann. Il a été un peu charcuté ces derniers temps. Je trouve ça difficile et injuste, surtout que les critiques venaient du pays. Il est dans un moment difficile, mais il faut le soutenir. Il a fait beaucoup pour la sélection. On le jette dans la rue et on l'égratigne. Ça me fait un peu mal. Il a toujours tout donné pour l'équipe de France. Il a toujours eu le bon état d'esprit. Aidez-le. C'est un joueur important pour nous. C'est vrai. C'est vrai. Bon, voilà. Après, voilà, les critiques, tu es obligé de le dire. On va pas dire que Griezmann joue bien, qu'on est tous contents du rendement qu'il envoie là avec l'équipe de France. Un soir, il devrait encore être titulaire, Griezmann. Je ne sais pas si c'est logique, bon, pour moi c'est pas logique, parce que si t'es pas bon le match d'après tu dois te remplacer, mais bon voilà, ça reste Griezmann, mais voilà, c'est normal qu'ils reçoivent des critiques par rapport à ce qu'ils nous montrent. On peut pas fermer les yeux non plus par rapport au niveau actuellement très inquiétant de Griezmann. Après ce soir il peut faire un énorme match et être élu homme du match. Et là, bien sûr, on sera très content d'Antoine Griezmann. Bref, toujours avec Mbappé, il explique aussi pourquoi il ne prend moins la profondeur. Parce qu'avant, il prend souvent la profondeur. Bon, ça arrive de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant, il a dit. On avait des joueurs différents avant avec l'équipe de France. Avec Paul Pogba, tu as juste à baisser la tête et courir. Parce que lui, il t'envoyait des transversales dans la profondeur, tout ça. Donc, des passes millimétrées. Donc, c'était parfait pour Mbappé. Il a dit avec maintenant les joueurs d'aujourd'hui, c'est un peu différent. Il a dit avec les joueurs d'aujourd'hui, je peux peut-être moins aller en profondeur. Voilà, parce que peut-être il y a moins de balles en profondeur tout simplement. Voilà, lors des rencontres et surtout maintenant les défenseurs savent qu'ils doivent défendre bas sur Mbappé, sinon bien sûr en 1 contre 1 en vitesse c'est quasiment impossible de l'arrêter. Toujours avec Kylian, j'ai donné mon avis mais c'est une chance, sans ce masque je ne jouerai pas, je peux dire merci au masque, c'est vrai qu'il est obligé, ce soir il a encore bien sûr son masque et il dit que voilà, quand il joue il a une vision en 3D, bien sûr ça aussi montre aussi qu'il n'est pas à 100% parce que en gros voilà, quand avec un masque et sans le masque, c'est pas pareil bien sûr. Ça aussi, ça limite, on peut dire, ses performances. Mbappé sur les dangers du Portugal, c'est difficile de citer un seul joueur, Ronaldo bien évidemment. Mais Léo, Bruno aussi est un danger, Bernardo Silva, mes coéquipiers du PSG, enfin ses ex-coéquipiers, que ce soit Nuno Mendes, Vitinha, il sait que le danger peut venir de partout. C'est quand on voit cette sélection là du Portugal, les gars, c'est un peu comme l'équipe de France. Tous les joueurs jouent dans des très grands clubs. Voilà, ça peut venir, le danger peut venir de n'importe quel joueur bien évidemment. Il parle aussi de Pep, qui est quand même le joueur le plus vieux de cet euro, qui réalise un très gros euro. C'est un honneur de jeu contre ce joueur, il a 41 ans, respect pour tout ce qu'il a accompli. Donc ce sera peut-être sur le dernier match de Pep lors d'un euro, on ne sait pas, en cas d'élimination du Portugal. On ne pense pas qu'il sera là dans 4 ans, surtout qu'il aura 45 ans. Défenseur Pep, et il parle bien évidemment de Cristiano Ronaldo, son idole. Il a dit c'est un honneur, tout le monde sait l'admiration que j'ai toujours eu pour le joueur, parce que bien sûr c'est son idole. Bon, il l'a déjà affronté, c'était en 2021, lors des matchs de poule, il y avait eu 2 partout entre la France et le Portugal. Il a déjà affronté Cristiano Ronaldo. Il a dit il est unique, il n'y en a qu'un. Moi je veux juste suivre mon passage. J'espère que j'écrirai une grande page au Real, mais ça sera différent en gros de celle de Ronaldo. Le rencontrer demain, donc maintenant ce soir, c'est un honneur. Tout le monde sait l'admiration que j'ai pour le joueur. C'est un joueur unique. Son CV parle pour lui. Respect. Voilà ce qu'il a pu dire sur Cristiano Ronaldo. Et c'est que si on compare les deux, donc Mbappé est largement en avance sur Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est les statistiques, en gros les buts
et passes décisives cumulées en club et sélection des 2 joueurs de leur première saison chez les pros jusqu'à 25 ans et 195 jours, l'âge actuel de l'attaquant Kylian Mbappé bien sûr. Donc Ronaldo a débuté chez les pros en 2002 au Sporting, Mbappé en 2015 à l'AS Monaco. Donc Mbappé c'est la courbe en bleu et Ronaldo la courbe en rouge. Donc voilà, le même âge tout ça, alors qu'Mbappé est largement devant quand même. Sur la 8e saison, Mbappé, but et passe D, c'est 398 buts et passe D. Ronaldo, c'est 249. C'est quasiment 150 buts de passe D de plus pour Mbappé que Ronaldo. Donc oui, Mbappé est largement en avance sur les statistiques qu'il peut avoir par rapport à Cristiano Ronaldo. Toujours sur ce match les gars ce soir, les compos probables bien évidemment. Donc tout d'abord la compo de l'équipe de France. Donc voilà, à quoi ça peut ressembler. Donc ça, cette compo a été dévoilée par l'équipe, remis par ActuFoot. Ça a été hier, je sais pas, aux alentours des 17-18 heures. Avec, c'est juste Camavinga qui remplace Rabiot. Sinon c'est la même équipe avec un Griezmann ailier droit. Bon, voilà, je sais pas, je suis pas coach les gars. Voilà, Deschamps peut-être il sait ce qu'il fait. Maintenant je vais dire ça parce que j'ai lu des commentaires, il y en a qui m'ont dit arrête de critiquer Deschamps, il sait ce qu'il fait. Bon voilà, si Deschamps sait ce qu'il fait de mettre Griezmann, moi j'aurais mis plutôt un Barcola, qui est un vrai ailier droit, ou Dembélé que Griezmann. Bon voilà. Donc Camavinga milieu de terrain et Thuram les gars. Bon après Thuram peut-être changement, Thuram parce que ça c'était hier. Et là, quand les dernières infos vraiment que j'ai pris juste avant de faire la vidéo, peut-être les gars, ça pourrait peut-être être Randal Kolo Muani qui pourrait commencer plutôt titulaire. Et sur le journal L'équipe aujourd'hui, et bon, on peut voir plutôt Kolo Muani serait le titulaire avec Mbappé côté gauche et Griezmann côté droit. Donc voilà, ce sera Kolo Muani ou Thuram. Après, je préfère Kolo Muani. Ce qu'il a montré là sur 7 € par rapport à Thuram, lui qui est fond du saut. Thuram, les gars, c'est très très moyen. Donc oui, je préférais même Kolo Muani titulaire ce soir. Donc voilà, normalement la compo de départ avec un milieu de terrain Camavinga, Tchouaméni, Kanté qui me plaît énormément à ce milieu-là. Donc on verra qui prendra l'avantage sur l'autre. Et côté portugais, bien sûr, la compo aussi de départ. Donc avec deux Parisiens, Nuno Mendes et Vitinha devraient être titulaires. Ronaldo, bien sûr, en attaque avec Léo. Bernardo Silva, il y a du Cancelo, il y a du Palhinha, il y a du Bruno Fernandes, Pep, Ruben Dias ou même Diogo Costa. Donc voilà, l'équipe type aussi, bien sûr, de la sélection portugaise. Donc voilà, deux énormes équipes s'affrontent ce soir à 21 h. Et Fernando Santos, l'ancien coach du Portugal, le coach du Portugal, il avait coaché le Portugal pendant au moins une dizaine d'années, où il avait gagné l'Euro en France. Il a dit, donc sur le Portugal de 2016, on a très bien joué durant cet Euro. La France nous a été supérieure seulement pendant 15 à 20 minutes en seconde période. Ce qu'il a dit. Sinon, c'est le Portugal qui a été au-dessus de l'équipe de France tout le long du match de la finale. Je ne suis pas du tout d'accord là sur ce qu'il dit. Bien sûr, la finale, je ne l'ai pas regardé une deuxième fois, mais je me souviens très bien, les gars, que l'équipe de France était très bien en place. Après, il y a eu des coups du sort, il y a eu le poteau de Gignac, tout ça. Il y a eu de belles occasions. Après, le Portugal a marqué tout ça. Mais dire que le Portugal était devant la France pendant au moins trois quarts du match, ça, je suis pas du tout d'accord de Fernando Santos. Bon, tant mieux pour lui parce que son équipe s'est imposée, c'est bien ça le plus important. Mais la France avait peut-être plus dominé, mais bon, comme on le répète souvent, dominé n'est pas gagné. La preuve avec cette rencontre. Jules Koundé est le joueur qui a réalisé le plus de passes clés. Une passe clé, en gros, c'est une passe qui amène un tir. Il y a passe clé, passe D. Passe D, ça amène à un but. Donc passe clé, t'amène un tir, qu'il soit cadré ou non, qu'il soit marqué ou non. Bref, voilà, 7 dans 7 €. Donc félicitations à lui. Il devance notamment Kimmich à la 2e place. Voilà, pour montrer le très bel Euro de Koundé. Ce soir, il aura un gros client. Donc c'est les défenseurs droits. C'est défenseur droit, mais il aura Raphaël Leao. Léo, il est gauche, les gars. Donc normalement, il sera dans le couloir tout simplement de Jules Koundé. Il a plutôt bien défendu sur Doku. On espère que ce sera la même chose face aux joueurs de l'AC Milan. On continue. Tiens, Matteo Guendouzi sur William Saliba. Il a dit à son époque à l'OM, j'ai vu très peu de joueurs le passer. Il est très rapide, très puissant. Ça fait qu'il est limite imprenable en 1 contre 1. Bon, on espère ce soir encore qu'il soit limite imprenable. On peut dire Saliba qui sera bien sûr titulaire avec Upamecano en défense centrale. Mike Maignan, tiens, petit sur Mike Maignan, le gardien de l'équipe de France. Beaucoup disent que Kanté le meilleur de l'équipe de France, je mettrais plutôt Mike Maignan en premier, peut-être. C'est vrai que c'est 2 joueurs qui font un bon Euro. Mike Maignan, que ce soit Kanté, que ce soit aussi Saliba et Koundé, je mettrais ces 4 là les meilleurs joueurs de l'équipe de France depuis le début de l'Euro, en espérant que les 4 qui devraient être titulaires ce soir soient tous encore très bons. Et petit sur Griezmann et Mbappé, Griezmann est cramé physiquement, il n'est pas inspiré du tout, il n'a plus toute cette vision. Mbappé c'est pareil, il vendange énormément. Maintenant les adversaires connaissent bien son jeu, c'est vrai. Voilà, c'est totalement vrai, c'est vrai qu'il dit, rien que par rapport à Griezmann, il a fait une longue saison, il est peut-être cramé physiquement, c'est peut-être à cause de ça, tout simplement, qui réalise un Euro, on va dire, très délicat. Et Joël Mikou, les gars, il a dit la seule fois où on a vu une osmose offensive en équipe de France, c'était pendant le dernier Euro avec Karim Benzema, où il y avait quelques connexions avec lui, enfin avec Benzema, avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. C'est vrai que, je ne cache pas qu'il y a Karim Benzema, lors de l'équipe de France, là, qu'on voit...
l'échec Thuram, Colomani où c'est compliqué, où Giroud joue pas, ben Benzema les gars aurait été très bienvenu dans cette équipe de France bien sûr, hein, avec Mbappé, pourquoi pas Barcola à côté de lui. Toujours avec l'équipe de France, donc hier ils ont fait aussi une photo avec, avec leur club formateur, le maillot de leur club formateur. Donc voilà, tous les joueurs, par exemple Mbappé à côté de Deschamps, il a un maillot vert, c'est le maillot de l'AS Bondy, que Saliba aussi, ils ont été formés dans le 93 à Bondy. Donc voilà pourquoi il a ce maillot là. Donc en gros tous les joueurs par rapport à leur club formateur, donc du côté des Bleus. Toujours tiens avec un joueur de l'équipe de France, Griezmann revient sur lui parce qu'hier il y avait le Tour de France, ça passait vers Mâcon, enfin le coup d'envoi, le départ c'était à Mâcon. Et il y avait le portrait d'Antoine Griezmann qui est aperçu à Mâcon sur les routes du Tour de France ce jeudi. Voilà, donc champion de Saône-et-Loire parce qu'il est originaire de Mâcon tout simplement. Griezmann. Toujours avec les Bleus, plusieurs grandes villes françaises n'ont pas prévu de fan zone pour les matchs des Bleus. Des grandes villes comme Paris, Marseille, les plus grandes villes françaises, hein, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Nice. Hein. La mise en place des législatives est la principale raison, mais une finale pourrait changer la donne. Voilà, c'est quand même. Pour moi, c'est pas trop un pays de football. La France, c'est quoi ça, les gars? Il faut attendre une finale pour avoir des grands écrans. Les gars, tu vas dans des autres pays. Même les matchs de poule, hein, ils sont diffusés sur grand écran. Tous les matchs sont diffusés sur grand écran, fan zone, tout ça. En France, les gars, il faut attendre quasiment les finales. Voilà, c'est un truc de malade quand même. Hein. Bon, oui, il y a les élections, tout ça, mais voilà. Les mairies, tout ça, ils ont de l'argent, ils peuvent bien sûr faire une fan zone, hein, donc voilà, c'est quand même incroyable. Bref, on continue les gars avec les autres infos sur l'Euro. Tiens, on va parler d'un Français, Clément Turpin, c'est officiel, il arbitre un quart de finale, il va arbitrer le dernier quart entre les Pays-Bas et la Turquie, ça sera demain 21h. Ça sera lui le référé, l'arbitre de cette rencontre, hein, Clément Turpin. Et concernant ce match, hein, donc Pays-Bas-Turquie, on va parler de Demiral. Demiral qui a marqué un doublé contre l'Autriche. Hein, mais je l'ai dit, quand il avait marqué, je sais plus, son premier ou deuxième but, il avait fait cette célébration-là avec ses doigts. Et j'ai dit que l'UEFA a ouvert une enquête, puis voilà, grosse sanction pour lui. Hein. Donc l'UEFA a ouvert une enquête contre Merih Demiral après sa célébration politique en référence au loup gris. Voilà, c'est ça. Bref, un groupe d'ultra-droite turc, un mardi contre l'Autriche. De selon Bild, à l'instant, annoncé une suspension de 2 matchs. Hein. Il est bien suspendu 2 matchs, les gars. Donc le quart de finale là contre les Pays-Bas, il sera pas là. Et en cas de qualification, la demi-finale, soit contre soit la Suisse ou l'Angleterre, il sera pas là. Il pourra potentiellement revenir pour la finale, si bien évidemment la Turquie atteint la finale. Hein. Donc voilà, c'est quand même une grosse catastrophe, on peut dire, pour la Turquie, parce qu'il a quand même marqué les 2 buts. Hein. Lors du 8e, puis c'est un joueur très important en défense centrale. Donc voilà, concernant Demiral. Et concernant Jude Bellingham, lui aussi les gars, l'UEFA a ouvert une enquête. Parce que quand il a marqué contre la Slovaquie, hein, son but sont retournés là. Il avait fait un petit peu ça avec ses mains vers ses... Voilà. Et c'était un peu pour... ils avaient dit que c'est pour manquer de respect au banc de la Slovaquie. Officiel, Jude Bellingham n'écope que d'une amende. Hein, donc il écope d'une amende de 20 000 €. Mais pas de suspension parce qu'il y en a qui disent qu'il pouvait être suspendu. Peut-être qu'il allait louper le match contre la Suisse. Hein, un peu comme Demiral. Et lui les gars, c'est seulement une amende. Hein. Donc voilà, c'était par rapport à ça. Tiens, voilà, regardez, c'était le 1er juillet. Donc l'UEFA a ouvert une enquête sur la célébration de Jude Bellingham hier vers le banc slovaque. Plus tôt dans la journée, l'Anglais a dit faire ce geste de plaisanterie envers des amis en tribune et que la Slovaquie avait tout son respect. Mais voilà, l'UEFA a ouvert une enquête. Puis du coup, lui, c'est seulement une amende, alors que Demiral, lui, c'est plutôt 2 matchs de suspension. Et bien sûr, du côté de la Turquie, ça passe pas. Les médias et internautes turcs dénoncent les 2 poids, 2 mesures de l'UEFA. L'un prend une amende de 20 000 €, où c'est pas beaucoup d'argent bien sûr pour lui, hein. Il préfère payer 20 000 € bien sûr à Bellingham plutôt que de louper, hein, et être suspendu pour le quart, hein. Alors que l'autre prend une suspension de 2 matchs, hein. Donc voilà, du côté de la Turquie ça passe pas du tout bien évidemment. La suspension de Bellingham qui soit pas à la même hauteur on peut dire que celle de Jude Bellingham. Bref, tiens, on revient sur Jude Bellingham encore avec son magnifique but, hein, contre la Slovaquie il y a quelques jours. Phil Foden, hein, il a dit, hein, quand Jude a marqué, je pensais que j'étais à 30 secondes de nourrir mon bébé à la maison, hein, parce que 30 secondes après les gars, s'il n'aurait pas marqué là, l'Angleterre aurait été éliminée, hein. Ça aurait été un Slovaquie-Suisse en quart de finale. Donc lui, il se voyait déjà nourrir son bébé, rentrer chez lui, bien sûr, avec sa famille, hein, Phil Foden. Puis non, les gars, il continue bien sûr l'aventure. Parce que, n'oubliez pas, pourquoi il dit nourrir mon bébé à la maison? Parce que là, il s'était absenté là, pendant quelques jours, hein, c'était pendant les phases de poule, pour aller à la naissance d'un de ses fils, tout simplement. Voilà, parce qu'il a un nouveau-né, là, on peut dire Phil Foden. Bref, voilà ce qu'il y a à dire sur l'Euro, les gars. On bascule avec l'équipe de France Espoir, l'équipe France Olympique, parce qu'elle joue son premier match de préparation au JO. Elle joue contre le Paraguay, c'était hier, du côté de Bayonne, hein, le coup d'envoi. Et la France s'est imposée 4-1. Bon, ça a mal démarré parce qu'ils ont pris le premier but au bout de 3 minutes de jeu. Qu'est-ce qui se passe tout ça? Bon, après, ils ont remis les choses en place. Hein. Mateta doublé, l'attaquant de Crystal Palace. Cherki, Kalimundo ont été également les buteurs. Donc, félicitations à cette équipe de France Olympique. Hein. Donc, avec cette belle victoire 4-1 pour ce premier match. Hein. Et doublé de Mateta. On sait que c'est un joueur qui a fait une très belle saison du côté de
Crystal Palace et c'est vrai, Mateta marque un doublé. Il a inscrit quand même 15 buts sur ses 14 derniers matchs. Là contre le Paraguay, le dernier match du championnat lors de la 38e et dernière journée, il a marqué un triplé contre Aston Villa, je ne sais plus combien ils avaient gagné. C'est une équipe de Palace, mais il a marqué le triplé, puis on peut voir voilà, tous les autres matchs avant. Bon, il y a quelques matchs où il n'a pas marqué, mais souvent il marque un 15 buts sur ses 14 derniers matchs. C'est quand même exceptionnel pour Mateta, qui est le numéro 9 de l'équipe de France Esport. Il aurait peut-être été le numéro 9 de l'équipe de France A, qu'on voit ses performances, surtout sur les 2-3 derniers mois. Et regardez sinon la composition, c'est peut-être cette compo-là qui sera titulaire pour le premier match, bien sûr, des Bleus. Donc il y avait Lacazette, bien sûr, avec le brassard de capitaine, Mateta, Olysée. Donc il y a une belle équipe quand même, malgré beaucoup de refus, parce qu'on a pu avoir du Mbappé, voilà, des joueurs comme Camavinga, Tchouaméni, mais beaucoup de clubs ont refusé, bien évidemment, de lâcher leurs joueurs pour ces Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est quand même une belle équipe. Bon, maintenant c'était le Paraguay en face, on verra quand ce sera des équipes un peu plus relevées pour ces Jeux Olympiques. Et concernant Michael Olysée, tiens, on peut voir qu'il a joué avec Mateta, les deux joueurs de la Crystal Palace. Michael Olysée pourrait rater les Jeux Olympiques de Paris malgré qu'il a joué hier. Pourquoi? Le staff de l'équipe de France craint que le joueur soit retenu par son futur club, le Bayern Munich, pour la préparation estivale. Un peu à l'image de Khéphren Thuram qui était dans le groupe. Et en gros, vu qu'il va signer à la Juve, ils ont dit voilà, on le signe à la Juve, mais nous, on ne veut pas qu'il joue les JO. Donc, du coup, il a dû quitter le rassemblement de l'équipe de France Esport. Et ça pourrait être la même chose avec Olysée. Les gars, ce sera un gros coup dur, parce que Palace accepte qu'il joue les JO, mais s'il signe au Bayern, peut-être le Bayern va dire non, on ne veut pas qu'il joue les JO, on veut qu'il fasse la pré-saison. Et du coup, il devra quitter cette équipe de France Esport. Ce serait bien évidemment encore un gros coup dur pour Thierry Henry. Et la liste des 18 bleus, voilà, retenus bien sûr pour ces Jeux Olympiques. Donc voilà, tous les joueurs là. Après, il y a des joueurs, regardez, comme ce joueur-là, comme Matsima ou comme Théo de Persin. Donc, c'est des joueurs pas en gras, mais voilà, on voit moins. Donc, ça veut dire qu'en gros, ils ont été enlevés parce qu'ils devaient prendre que 18 joueurs. Donc, c'est des réservistes en gros, s'il y a des blessés, tout ça. Donc, il pourra appeler ces joueurs-là tout simplement Thierry Henry. D'autres sélections, tiens, comme le Maroc qui vient de dévoiler sa liste. Et par exemple, un certain Achraf Hakimi est présent. Le PSG a donné son oui. C'est vrai que le PSG, contrairement à plein d'autres clubs qui disent non, le PSG a dit oui. Donc, voilà, Hakimi est bien présent avec la sélection marocaine pour jouer. Donc il ne sera pas présent bien sûr pour la pré-saison avec le Paris Saint-Germain. Et concernant, bon donc là c'est le Maroc Espoir, mais le Maroc A et même toutes les autres équipes africaines, parce qu'hier il y avait le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour se qualifier, voilà tous les groupes les gars. Donc tiens, je vais vous montrer comme ça, vous verrez mieux. Donc voici tous les groupes, donc du groupe A jusqu'au groupe L. Donc c'est simple, sur tous ces groupes, les deux premiers se qualifieront pour jouer cette CAN 2025 qui se déroulera en décembre 2025 jusqu'à janvier 2026. Donc ça sera au Maroc, donc voilà tous les groupes. Voilà. Bon, je ne vais pas citer toutes les équipes, mais bien sûr, voilà, à chaque fois, par exemple Tunisie, Maroc, toutes les équipes inscrites en premier, c'est les têtes de chapeau, on va dire, les têtes de liste. Après, puis il y avait une tête de chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4 pour composer tous ces groupes. Donc voilà, on parlera bien évidemment quand les matchs se joueront des résultats. Il y a des belles affiches comme le Sénégal, Burkina Faso, RDC Guinée, Algérie, Guinée équatoriale, ou par exemple un Ghana Angola qui vont s'affronter bien sûr lors de ces matchs de poule. Et qui a tiré au sort hier, c'était hier. Donc c'est Marwan Chamakh et Mers Faye, les gars, qui ont été les deux procéder tout simplement au tirage au sort. Donc voilà, concernant cette Coupe d'Afrique des Nations. On continue les gars, on va parler maintenant quelques infos. Mercato, on commence avec Batshuayi sous ses nouvelles couleurs. J'ai dit, il a quitté le Fener pour aller au Galatasaray, ça y est, c'est fait, c'est signé. Donc voilà. Donc il a rejoué dans les trois plus grands clubs turcs, le Galatasaray maintenant, le Fener et le Beşiktaş. C'est comme ça un joueur avait joué au Barça, au Real et à l'Atlético en Espagne. Donc bonne chance à lui du côté du Galatasaray. Concernant Leonardo Spinazzola, Anna plein c'est bouclé, contrat de 2 ans, voilà. Donc il devrait quitter l'AS Roma direction l'équipe du Napoli. Donc ça peut être officiel à tout moment. Concernant l'Atlético Madrid qui propose 24 millions d'euros plus bonus pour David Anko. Donc le Feyenoord, donc lui peut-être c'est un joueur que vous ne connaissez pas mais très bon joueur. Donc le Feyenoord demande 35 millions d'euros pour le défenseur central slovaque qui a déjà dit oui au Colchoneros. Ouais, il devrait débarquer du côté de la Liga. Concernant Mark Weffer à Brighton Erwigo, donc un joueur aussi de Feyenoord qui devrait partir après la très belle saison du Feyenoord. Lui il va partir, lui aussi les gars, Erwigo il va signer en première ligue, donc Feyenoord va recevoir plus de 30 millions d'euros dans le transfert. Concernant Marquinhos, on peut voir que c'est l'équipe de Al Ittihad où joue par exemple Benzema ou Kanté qui sont intéressés. Donc le défenseur parisien n'est pas fermé à un départ si le PSG trouve son compte. Voilà, si le PSG arrive à le vendre très cher, oui, il pourrait partir. Mais voilà, d'après des infos, on a vu ça.
Voilà, Fabrice Hawkins, il a dit, hein, le PSG veut garder Marquinhos et compte sur lui. Il a dit que voilà, lui il peut partir Marquinhos, mais si le PSG est ok, mais le PSG n'est pas du tout ok. Le PSG souhaite garder bien sûr Marquinhos, donc il restera bien sûr au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de doute. Concernant le Benfica, a refusé une offre de 70 millions d'euros du PSG pour João Neves, hein, le club portugais demande 100 millions d'euros pour son milieu de terrain, donc ce qui complique la tâche. Hein. C'est pour ça que le PSG pourrait peut-être réactiver et réactive même la piste Kimmich. Donc le club de la capitale souhaiterait trouver un accord avec l'international allemand. Le dossier João Neves semblerait compliqué. Benfica se serait montré très gourmand pour son jeune talent. C'est pour ça que maintenant, ils vont toujours essayer João Neves, qui est toujours la priorité numéro 1. Mais le plan B pourrait être Kimmich, qui devrait bien surpartir du Bayern sur ce mercato. Concernant la Juventus Turin, réclamerait 20 millions d'euros plus bonus à l'AS Roma pour Federico Chiesa. Donc voilà, Chiesa les gars, un euro très compliqué avec l'Italie. On peur qu'il pourrait changer de club, il pourrait débarquer à l'AS Roma. Concernant Pape Gueye, il y a une signature dans les prochains jours pour Pape Gueye du côté de Villarreal. Il n'a pas voulu prolonger du côté de Marseille. Donc il arrive libre, un contrat de 4 ans à l'attente. Donc il a refusé comme Lyon, Monaco et Rennes une prolongation de Marseille pour filer du côté de la Liga. En parlant toujours de Marseille, l'Olympique de Marseille pourrait prolonger Ruben Blanco jusqu'en juin 2027. Il devrait rester comme numéro 2 avec un titulaire attendu durant le mercato parce qu'on sait que Paul Lopez devrait signer à Como, une équipe qui monte en Serie A. Donc un nouveau gardien devrait arriver. On parle peut-être de Brice Samba, peut-être un autre gardien, on verra. Mais lui pourrait prolonger la doublure, Blanco, alors que c'est un gardien qui joue très peu. Et surtout, il a comme un gros salaire. Chaque année, on sait l'équipe monte tous les salaires de tous les clubs. Puis lui, les gars, il touche comme un salaire de fou. À chaque fois, on se dit comment il touche autant. Puis Marseille pourrait prolonger encore son contrat. Donc voilà, bon, ce ne sera pas le numéro 1, il sera numéro 2, mais voilà, il pourrait prolonger à l'OM. Ricardo Calafiori se dirige bien vers Arsenal. On en parle quand même depuis quelques jours et ça avance, les gars. Montant du transfert 50 millions d'euros que devraient débourser les Gunners à Bologne. Youssef Attal se rapproche de l'Olympique de Marseille. Les discussions progressent favorablement. Le club phocéen prend le temps d'étudier le dossier afin de réunir tous les éléments nécessaires afin de finaliser la signature pour l'ancien niçois qui a été parti de Nice. Il était parti du côté d'Adana Demirspor en Turquie où il quitte ce club après son contrat de 6 mois et pourrait arriver libre du côté de Marseille. Concernant le Real Madrid, veut toujours recruter Alphonso Davies. Ça bouge pas malgré la volonté de prolonger Ferland Mendy, parce que Mendy, la prolongation de contrat de Mendy est maintenant une priorité pour le Real. Le Real veut prolonger Mendy. Mendy, il a fin de contrat en 2025, dans un an. Pour ça, le Real a envie de le prolonger. Bien sûr, ça lui partira libre dans un an. Donc, ils veulent le prolonger, mais aussi faire venir Alphonso Davies. Ça ferait 2 très grands défenseurs gauche du côté du club madrilène. Officiel, Arsenal a confirmé le transfert définitif de David Raya au club. Il a signé un contrat à long terme, un contrat au moins pour plus de 5 ans, bien sûr. Donc, parce qu'il était prêté, ce gardien, il était prêté par Brentford. Voilà, il était prêté avec une option d'achat et du coup, voilà, il signe définitivement du côté des Gunners. Concernant Georges Mikotadze, l'AS Monaco veut toujours Georges Mikotadze, mais pas à n'importe quelle condition, pas surpayer le joueur. Lens est prêt aussi à faire des folies pour recruter le joueur, on verra, parce que j'ai vu aussi que Bologne était intéressé en Italie. Donc voilà, maintenant que l'Euro est fini pour lui, vu que bien sûr la Géorgie est éliminée, donc on espère que très prochainement, on sache où il va jouer la saison prochaine. Max Kilman à West Ham, here we go. Donc c'est un genre de Wolverhampton qui reste en première ligue, mais il file du côté de West Ham. Donc 47 millions d'euros pour ce joueur. Gros montant de transfert. Concernant Félix, les gars, donc ça chauffe pour le joueur du côté d'Aston Villa. Jorge Mendes pousse pour un accord parce que du côté du Barça, la priorité actuellement c'est plutôt Nico Williams, l'ailier gauche. Félix, qui en plus son prêt est fini, il retourne à Atlético. Et Jorge Mendes, son agent, pourrait l'envoyer à Aston Villa pour la saison prochaine. N'oubliez pas qu'Aston Villa joue la saison prochaine la LDC. L'Olympique de Marseille travaille sur le recrutement d'un attaquant d'envergure jouant actuellement l'Euro 2024. J'ai pas de nom, les gars, mais voilà, un grand attaquant qui est toujours qualifié. Donc voilà, après ça réduit un petit peu les attaquants. Donc voilà, l'Olympique de Marseille travaillerait sur cet attaquant-là. On verra ce qui va se passer à Marseille. Du côté de Lyon, ça y est, c'est officiel. Moussa Niakhaté s'engage du côté de Lyon. Prix du transfert, 31,9 millions d'euros. Bon, on a rendu à 32 millions. Donc voilà, un Niakhaté défenseur sénégalais. Donc il aura le numéro 19 du côté de Lyon. Et c'est simple, Moussa Niakhaté devient la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Donc 31, même 32, 31,9. On a rendu à 32, les gars. Donc voilà, Niakhaté dépasse maintenant Adélaïde, qui était la recrue à l'époque la plus chère de Lyon, 25 millions d'euros. Et ce qui est un peu marrant, rigolo, on va dire que Lyon et Marseille, les gars, ils ont le même montant de transfert par rapport à leur recrue le plus cher. Donc là, c'est Niakhaté 32, parce que là, c'est bien 31,9, on a rendu à 32. Et du côté de Marseille, les gars, Vitinha 32 millions d'euros, il avait été acheté également en provenance de Braga. Donc voilà, concernant
Enfin l'Olympique lyonnais. Concernant Sergio Gomez à la Real Sociedad, here we go. Donc Manchester City récupérera 9 millions d'euros et gardera une clause de rachat dans le futur. Voilà, concernant ce joueur qui joue très peu, je crois que c'est un latéral gauche. Du côté de City, bon, il part du côté de l'Espagne où il jouera certainement beaucoup plus. Concernant Ethan Mbappé, voilà, c'est officiel, on s'en doutait, on l'a déjà vu avec le maillot de Lille, tout ça. Il a passé sa visite médicale, ça y est, c'est fait, il portera le numéro 29. Le petit frère de Kylian Mbappé, une histoire de famille, il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Ethan Mbappé, son grand frère, Kylian, félicite son petit frère. Il a dit félicitations pour ton premier contrat professionnel, le début d'une grande aventure dans un grand club. Le meilleur pour toi et ton équipe. Je suis ton premier supporter. Le plus dur commence à peine, mais tu seras à la hauteur. J'ai plus qu'à regarder les vols Madrid-Lille. Maintenant, force petit ref, big love. Voilà ce qu'il a pu mettre Kylian Mbappé par rapport au transfert de son petit frère du côté du LOS. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur les transferts et on finit bien sûr dernière info du jour, les gars. Enfin, c'est pas une info. On revient sur les deux matchs du jour avec les pronostics, les gars. N'hésitez pas à vous mouiller, les gars, à mettre en commentaire, voilà, pour vous les pronos. Donc moi c'est parti, je vais vous donner les miens. Donc Espagne-Allemagne, donc un match où c'est trop compliqué, les gars, à trouver un favori de ça. Je pars quand même sur l'Allemagne, les gars. Voilà, je dirais une victoire de l'Allemagne 2-1 contre l'Espagne. On verra. Et Portugal-France, je pars également sur un 2-1 de l'équipe de France sur le Portugal. Voilà, donc de toute façon, ce sera des matchs très serrés. Après, ça peut aller dans. C'est vrai que c'est compliqué à donner des pronos parce que vu que c'est que des grandes équipes, ça peut aller dans tous les sens. Mais voilà, je partirai sur un Allemagne-France en demi-finale de 7 €. Je signe directement. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain. On fera le débrief de toutes ces rencontres qui se jouent aujourd'hui. Allez, bonne journée à vous. Bon match pour ceux qui vont regarder les deux matchs ce soir. Et à demain.